Par un matin tranquille de novembre 2016, quelque chose de terrible s'est produit dans la maison d'une famille qui semblait parfaite. Une femme de 45 ans a été retrouvée sans vie, allongée au bas d'un escalier. Au début, m'a tout laissé penser qu'il s'agissait d'un accident, mais comme le dit le vieil adage, les apparences sont trompeuses. Suzanne était une femme aimée et respectée, avec une vie apparemment stable et heureuse, aux côtés de son mari, un médecin renommé. Mais derrière les murs de cette maison, des secrets troublants ont commencé à émerger dès que l'enquête a débuté. Était-ce donc réellement un accident domestique ou la dissimulation d'un homicide ? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Suzanne Sills. Suzanne Stephanie Neubauer est née le 30 juillet 1971 à Philadelphie, aux États-Unis. Ses parents, Teresa Neubauer et Miguel Jus Arzuaga, poursuivaient une carrière académique et se distinguaient dans leur profession. Ainsi, ils étaient une famille de la classe moyenne supérieure. Tout au long de son parcours, elle a eu les meilleures opportunités et a rapidement obtenu son diplôme en entrepreneuriat à l'Université de Miami. Avec un excellent sens de la gestion et du marketing, Suzanne a continué à perfectionner ses connaissances au point d'obtenir même un diplôme de 3e cycle et un MBA. En construisant une carrière réussie et en étant dans une relation durable, elle s'est mariée jeune et a décidé de réaliser l'un de ses plus grands rêves, devenir mère. Malheureusement, les tentatives naturelles n'ont pas porté leurs fruits. On ne savait pas exactement si c'était elle ou son mari qui avait un problème de fertilité, mais c'est en cherchant une solution qu'au début des années 2000, alors que Suzanne avait environ 30 ans, elle a rencontré le docteur Scott Seal, de 10 ans son aîné, un médecin renommé spécialisé dans la fécondation in vitro. Quelque temps plus tard, Scott était finalement devenu son petit ami. Tous deux étaient dans des mariages malheureux et, après être devenus confidents lors de quelques rencontres, ils ont décidé de refaire leur vie ensemble. Poursuivant le traitement, car à ce stade, elle avait déjà découvert que la difficulté à concevoir venait d'elle. En 2004, elle et Scott ont eu des jumeaux, Eric et Marie-Catherine. La relation qui durait déjà depuis plus de 10 ans semblait idéale, car en plus d'une situation financière stable, le couple paraissait complètement amoureux. Ils semblaient des compatibles, amusants, avaient 2 chiens, 2 chats et adoraient en voyager à travers le pays et en Europe. Leur maison était une grande propriété située dans un quartier chic de Californie. Le partenariat, en plus, s'étendait du mariage aux affaires, puisque Suzanne et Scott étaient désormais propriétaires d'une clinique de fertilité qui rapportait des millions par an. Pendant qu'ils s'occupaient des consultations, elle était responsable de la gestion financière. En 2016, Suzanne avait 45 ans, se considérait comme une femme accomplie et pensait pouvoir profiter de la vie comme elle le souhaitait. Cependant, un tragique accident domestique a interrompu ses projets pour l'avenir. Lors de la 2e semaine de novembre, Suzanne souffrait d'une forte crise de migraine. Elle passait presque tous les jours enfermée dans la chambre de sa fille, dans l'obscurité totale. Inquiète, le 12, sa fille a laissé un mot sur la porte pour sa mère. « Je sais que tu es fatiguée, mais je veux te dire que je t'aime. Prends soin de toi. » Que Suzanne ait lu ce mot ou non, ce fut la dernière fois qu'elle a reçu l'affection de l'un de ses enfants, car le lendemain matin, le 13, Suzanne aurait eu un accident chez elle et est décédée. Scott a appelé le 911 en informant qu'il avait trouvé sa femme allongée dans l'escalier et qu'elle ne respirait plus. Après avoir reçu des instructions et effectué un massage cardiaque prodiguant les premiers secours, rien n'a changé. Il n'y avait plus rien à faire à part attendre l'ambulance. En quelques minutes, la maison de la famille était entourée de secouristes. Allongée entre les premières marches et le sol, elle avait des blessures partout, bras, jambes, mains, pieds, oreilles et dos, y compris quelques coupures et des lésions bleuâtres sur la peau. Le cou portait une marque évidente de traumatisme. Même le visage était très abîmé. Près du corps, plusieurs objets ont été retrouvés. Un flacon de tramadol, une casserole vide, un sac à main, une chaussure à talons hauts et une écharpe.
Certains des objets auraient été ceux qu'elle utilisait contre sa migraine. Le médicament, le sac où se serait trouvé le médicament, une casserole en inox au cas où elle vomirait, et une écharpe pour se protéger du froid. L'écharpe, sa fille l'a expliqué qu'en réalité, elle était autour du cou, mais qu'elle l'a finalement retirée et mise de côté, en essayant d'aider sa mère à mieux respirer. La situation n'était pas seulement critique, mais fatale. Suzanne n'avait pas survécu à la chute et a été déclarée morte sur place. La police a alors été appelée et, comme d'habitude, a procédé à un premier interrogatoire de Scott et des enfants, qui avaient en chacun 12 ans à l'époque. Tous ont raconté la même histoire. Suzanne avait de fortes maux de tête et s'était sentie très mal la nuit précédente, mais personne n'avait entendu aucun bruit de chute. C'est vers 6h30 du matin, lorsque Scott s'est réveillé, qu'il a vu sa femme, déjà immobile, au pied de l'escalier. Selon lui, Scott pensait que la chaussure était sortie de son pied et qu'elle avait trébuché et dévalé l'escalier sur environ 4 mètres. Au début, la police a trouvé les circonstances crédibles, mais comme il s'agissait tout de même d'un décès, des enquêtes devaient être menées pour comprendre exactement ce qui se cachait derrière l'incident. Simple négligence, suicide ou, dans le pire des cas, meurtre. Les membres de la famille et les amis de Suzanne ont été choqués par la nouvelle soudaine de son décès. Pour eux, cette fin tragique était certainement un coup du sort, d'autant plus qu'elle traversait une si bonne période de sa vie. Au début, les enquêteurs ont utilisé les témoignages pour tenter de reconstituer sa journée jusqu'au moment de la chute. Et c'est à partir de là qu'ils ont découvert des détails qui avaient été omis. Au cours de cette nuit de dimanche, le fils du couple, Eric, se serait réveillé vers 4h du matin à cause d'une dispute. Selon lui, ses parents se disputaient à cause d'un email. N'arrivant pas à dormir, le garçon est allé voir sa sœur, qui se trouvait dans la chambre des parents puisque sa propre chambre, à côté de celle d'Eric, était occupée par leur mère. Marie et Eric sont restés éveillés pendant peu de temps, essayant d'écouter ce que disaient leurs parents, mais ils se sont vite endormis. Ceci fut le premier signal d'alerte, puisque Scott a omis cette information concernant la dispute lorsqu'il a parlé à la police. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on l'a interrogé, qu'il a d'avouer qu'il y avait bien eu une dispute, mais selon lui, c'était parce que sa femme ne cessait de travailler à la maison même en étant malade. C'est à ce moment de la conversation que la police a également remarqué que Scott présentait quelques blessures. Sous son bonnet, il avait une coupure au front et des ecchymoses sur les 2 bras. Ils lui ont alors posé des questions à ce sujet, mais Scott a affirmé s'être blessé dans le garage où il faisait quelques réparations sur la voiture la veille. Du point de vue des détectives, tout semblait plausible, d'autant plus que Scott coopérait avec l'enquête avec patience et calme. La police a même demandé à garder son téléphone portable pour poursuivre les investigations, et il n'a opposé aucun obstacle. Après une analyse minutieuse de la chambre de Mary, ils ont trouvé des traces de sang sur le rideau, sur le mur et sur la commode. Des touffes de cheveux étaient emmêlées dans les poils de la moquette, et les vêtements de Suzanne présentèrent des taches de sang. Une autre pièce fouillée fut le bureau du couple, où la police trouva dans l'imprimante une impression plutôt étrange. C'était une publication de Suzanne en réponse aux commentaires d'un utilisateur sur un forum de discussion politique. L'utilisateur avait écrit « Tout ce que j'ai à dire, c'est que tu dois avoir un mari très chanceux. » À quoi Suzanne répond « En fait, il est épuisé. Ce n'est pas facile d'être marié à une femme séduisante, posant à moitié nu tout le temps. » Scott a affirmé ne pas savoir de quoi il s'agissait. Lorsque toute l'expertise dans la maison a enfin été terminée, Scott a essayé de remettre sa vie sur les rails. Il est retourné au travail, sans même prendre le temps de faire son deuil, ce qui a beaucoup attiré l'attention, car il s'est remis très rapidement de cette tragédie. Au fil du temps, le médecin a été envahi par une vigueur et une confiance en lui auxquelles les personnes qui le côtoyaient n'étaient pas habituées. Il a même commencé à apparaître régulièrement à la télévision, dans une émission qui parlait de la santé des femmes et de la grossesse.
Connu du grand public, il a même offert des traitements de fertilisation à des femmes qui ne pouvaient pas se les permettre. Décrit par tous comme une personne bienveillante, il n'a fallu que quelques semaines après la mort de son épouse pour que le veuf devienne un nouvel homme. Son comportement a radicalement changé. En plus de terminer la publication du livre qu'il était déjà en train d'écrire et de participer à plusieurs conférences hors de l'État, Scott a créé un profil sur les réseaux sociaux où il affichait des photos à la salle de sport, sur ses publications et échangeait des messages avec plusieurs femmes qui le suivaient d'eux. Pendant ce temps, les policiers continuaient d'enquêter sur l'affaire, qui prenait des tournures encore plus choquantes. Mais ce n'est qu'un an plus tard, en novembre 2017, que de nouvelles informations ont été recoupées et ont commencé à dessiner un contexte pour le moins surprenant. Un rapport d'expertise a conclu, après une analyse minutieuse réalisée par plusieurs professionnels, que Susan avait en réalité été assassinée. Selon un nouveau rapport, Susan n'est pas morte à cause de la chute, mais plutôt à cause d'une fracture de la vertèbre C3 de la colonne cervicale, située au niveau de la nuque, suivie d'une forte pression sur le cou qui a provoqué une hémorragie dans son globe oculaire et interrompu sa respiration. Mais avant cela, elle aurait été battue. Et ce n'était même pas tout. Toutes les analyses de sang prélevées dans la chambre de Mary étaient en positive pour l'ADN de Scott et le sien. Même sous les ongles de Susan, il y avait du sang de son mari. La police faisait maintenant face à une affaire très complexe. Considéré comme un père dévoué et un médecin miracle, Scott, qui avait 57 ans, est devenu le principal suspect. Avec un peu plus de temps, les détectives espéraient rassembler les éléments qui pourraient justifier un tel acte. Ils ont donc commencé par fouiller tous les relevés téléphoniques, les courriels et les accès en ligne du couple. Peu à peu, le récit du mariage parfait et magnifique s'effondrait à chaque mensonge découvert. Par message texte, Susan aurait confié à plusieurs reprises qu'elle ne supportait plus le mariage, allant même jusqu'à dire à Scott très clairement qu'elle voulait divorcer. Et la situation se serait aggravée entre eux lorsque Scott a découvert une photo de Susan à moitié nue sur ce forum de débat politique, où la grande majorité des utilisateurs étaient des hommes. Elle avait promis que si Donald Trump gagnait les élections, elle montrerait sa poitrine. Et c'est exactement ce qu'elle a fait dès que le président a été élu. Évidemment, l'image a suscité des dizaines de commentaires et de flirts, mais c'est un en particulier qui a attiré l'attention. Celui dont j'ai parlé il y a un instant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tu dois avoir un mari très chanceux. Et sa réponse, en fait, il est épuisé. Ce n'est pas facile d'être marié à une femme séduisante. C'est la capture d'écran de cette conversation que, un an plus tôt, la police avait trouvée imprimée dans le bureau du couple et que maintenant, enfin, ils avaient compris ce que cela signifiait. Mais ce n'est pas tout. Bien avant elle, Scott discutait avec une femme depuis plus d'1 an. C'est ce que les enquêteurs ont découvert en analysant les archives des emails, où ils ont trouvé une longue lettre du médecin adressée à une femme nommée Marie. Seulement 2 semaines après la mort de Susan, Scott déclarait être amoureux d'elle, alors qu'il ne l'avait rencontrée en personne qu'une seule fois. Marie a raconté à la police que c'est lui qui l'avait ajoutée sur Facebook, qu'ils avaient commencé à communiquer et à flirter, et que Scott se plaignait constamment de son mariage, affirmant même que Susan avait un amant. Quelques mois plus tard, Scott s'est rendu dans le Tennessee pour la rencontrer, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu car il n'a pas réussi à avoir une érection, ce qui a refroidi la relation entre eux. Relier tous les points de cette histoire pour contextualiser le meurtre a demandé un peu plus de 2 ans de travail à la police, et Scott n'a été réellement arrêté que le 25 avril 2019. Lors de l'interrogatoire, désormais en tant qu'inculpé, il est resté calme, coopératif et a continué d'affirmer son innocence. À propos du sang, il a fini par se contredire, expliquant qu'il s'était blessé dans la chambre pendant qu'il changeait à la fenêtre. Des mois plus tard, alors que le procès était encore en cours, Scott a payé une caution d'1 million de dollars pour attendre le verdict en liberté. Cependant, comme il attendait son procès pour crime, il a vu sa licence médicale suspendue
perdant ainsi le droit d'exercer sa profession jusqu'à la fin des audiences. Le tribunal a mis 3 années supplémentaires à juger l'affaire et Scott n'est passé devant un jury populaire qu'en novembre 2023 à l'âge de 62 ans. Mary et Eric, les principaux témoins de l'affaire, qui avaient 12 ans au moment du crime, étaient déjà devenus majeurs lorsqu'ils ont été appelés à témoigner devant le tribunal. Tous deux se sont montrés en faveur de leur père, affirmant ne plus se souvenir de plusieurs détails de leur premier témoignage, comme par exemple le récit de la dispute. La défense de Scott n'a pas nié l'étranglement, mais a proposé une théorie alternative. L'un des chiens aurait tiré sur l'écharpe pendant que Susan était allongée au sol, ce qui aurait provoqué l'étranglement. Et bien qu'il y ait de l'ADN des animaux sur le tissu, aucune marque de dents ni trou n'a été trouvée, ce qui serait essentiel pour déterminer la force de la supposée compression exercée par l'animal. Quoi qu'il en soit, rien n'a convaincu le jury de son innocence, et Scott a été reconnu coupable de meurtre au second degré, c'est-à-dire sans intention de tuer. Malgré cela, il n'a pas été condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Malheureusement, ce qui aurait pu arriver à Susan pour causer sa mort n'a jamais été abordé au tribunal. Et pour cette raison, ce qui a provoqué la chute dans l'escalier ou comment elle s'est tombée reste à ce jour un grand mystère.